Alors, le mot bouddhiste, dans la tradition Mahayana, les moyens habiles, est connu comme upaya, qui se traduit parfois comme moyen opportun. Upaya fait référence à l'habileté du Bouddha à façonner son enseignement pour qu'il soit approprié à son auditoire. Il s'agit là d'un enseignement qui aide les autres à réaliser l'illumination. Dans notre vie de tous les jours, on peut parfois employer des moyens habiles pour aider un ami ou une amie, un enfant, un proche. Et bien sûr, ce moyen n'est pas normalement associé à la doctrine ou à la pratique bouddhiste. Les points les plus importants sont que l'action est appliquée avec sagesse et compassion et qu'elle est appropriée à son moment et à son lieu. Donc ici, dans notre partage ce soir sur ce sujet, nous nous limiterons à l'enseignement bouddhique. Alors, je vais passer à la deuxième diapositive. Alors, sur cette diapositive, vous voyez au milieu une image que j'ai greffée ensemble, mais en réalité, ça représente deux bodhisattvas qu'on appelle les protecteurs du Dharma. Quand vous visitez une pagode vietnamienne ou chinoise, ici à Ottawa ou à Montréal, alors vous verrez souvent à l'entrée deux statues. Celle de droite est l'image d'un monsieur avec un air très gentil, une apparence de gentillesse. Et en vietnamien, nous l'appelons Monsieur le bienfaisant ou Monsieur le gentil. Il représente le protecteur du Dharma. Et selon la légende, il serait lui-même le bodhisattva Vajrapani. En vietnamien, c'est Botat Vida, qui serait envoyé par les anges gardiens avec comme mission de protéger l'enseignement du Bouddha. Et à gauche, on voit l'image d'un monsieur avec un air méchant. En vietnamien, nous l'appelons monsieur le malfaisant ou monsieur le féroce. Il représente aussi un autre protecteur du Dharma. Et selon la légende, il serait lui-même la Bodhisattva Avalokiteshvara, ou en vietnamien Quan Theum, c'est-à-dire celle qui est capable d'entendre les cris de douleur du monde. Et puis en vietnamien, on l'appelle parfois la Bodhisattva de la compassion, et qui donc serait envoyé aussi par les anges gardiens pour protéger l'enseignement du Bouddha. Donc on voit là une belle illustration de moyens habiles, comme Thay disait dans son livre « Joyfully Together ». Il a dit que nous avons besoin de ces deux types de personnalités pour bâtir une sangha. Une avec des paroles aimantes, remplies de tendresse, et l'autre qui nous secoue souvent avec des paroles dures qui nous remettent sur le droit chemin.
Donc, vous voyez, je peux m'imaginer à droite comme Madame Young au village des Érables, puis à gauche, ce serait notre frère qui est décédé, Chen Hoi, Monsieur le méchant. Mais ce sont toutes ces paroles douces ou non, c'est surtout qui nous remettent sur le droit chemin. Alors, toutes les deux personnalités possèdent les qualités des bodhisattvas qui sont nécessaires pour nous guider dans notre pratique. Donc là, vous connaissez maintenant l'histoire des moyens habiles dans les paroles aimantes ou les paroles moins aimantes. Les moyens habiles sont l'un des thèmes majeurs du Sutra du Lotus. Dans le deuxième chapitre, je dirais plutôt les 34 chapitres de ce sutra, le Bouddha explique l'importance de l'upaya. Et il l'illustre dans le troisième chapitre avec la parabole de la maison en feu. Parabole ici, ça veut dire un récit, une petite histoire. Dans cette parabole, un homme rentre à la maison pour trouver la maison en feu, en flammes. Pendant que ses enfants jouent joyeusement à l'intérieur. Le père dit aux enfants de quitter la maison, mais les enfants refusent parce qu'ils s'amusent trop avec leurs jouets. Le père leur promet enfin quelque chose, encore mieux, qui attend dehors. Il a dit, je vous ai apporté des jolies charrettes tirées par des cerfs, des chèvres et des bœufs attendis. Sortez, sortez, et je vous donnerai tout ce que vous voulez. Alors les enfants sortent en courant de la maison, juste à temps. Le père, ravi, tiendra sa promesse et offrira plus tard les plus beaux jouets qu'il puisse trouver pour ses enfants. Donc, c'est une histoire qui est racontée dans le troisième chapitre du livre que Thầy a écrit sur les leçons à partir du Sutra du Lotus par Thich Nhat Hanh en 2008, que je possède une copie en anglais. Je ne sais pas en français si on peut trouver l'équivalent. Alors, le père a menti. Ma question pour vous serait, pour partager plus tard ce soir, est-ce que le geste du père est correct? Alors, nous pouvons offrir nos réflexions au moment du partage ce soir. Alors, j'aimerais aussi ajouter un petit mot sur le Sutra du Lotus. Je ne suis pas un spécialiste de ce sutra parce que je suis en train encore d'étudier ce sutra. On sait que parmi les innombrables écritures du bouddhisme Mahayana, le Sutra du Lotus est peut-être le plus largement lu et vénéré. Ses enseignements imprègnent la plupart des écoles de bouddhisme en Asie, particulièrement au Japon. Alors, le nom de ce sutra en sanskrit est Mahasaddharma Pundarika Sutra, qui se traduit comme Grand Sutra du Lotus de la loi merveilleuse. Je vous laisse sans doute à faire un peu de recherche vous-même pour savoir davantage sur ce sutra. Ce n'est pas l'objet de ma causerie ce soir. Mais c'est le sutra, il paraît que c'est donné vers la fin de sa vie que le Bouddha offrait à ses disciples pendant son séjour sur le mont Gridhakuta. Enfin, c'est le sommet du vautour, si vous lisez sur les traces de Siddhartha. Le sutra comporte quelques 28 chapitres,
mais Thay a décidé de diviser en 34 chapitres. Il existe plusieurs traductions en anglais qui ont été saluées par les critiques. La version offerte par notre maître Thay a gagné en popularité depuis sa publication pour sa clarté et sa lisibilité. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Voici le premier moyen habile tel que donné par Thay dans plusieurs livres et dans ses causeries du Dharma. Le premier moyen habile consiste à venir en aide à quelqu'un avec des dons. 3 sortes de dons. Et selon l'effet que ces dons apportent, on distingue 3 niveaux. On peut offrir de l'argent ou de possessions matérielles. Ça, c'est le cadeau ou le don le plus bas. On peut offrir un enseignement utile, par exemple un savoir, une connaissance, un métier, ou si vous venez au village des Érables, on vous invite à apprendre la pratique de la pleine conscience. Ça, c'est déjà un niveau plus élevé que le don matériel. Et vous allez à un niveau plus haut, c'est le cadeau, le meilleur cadeau dans le bouddhisme, c'est de vous aider à atteindre le sentiment de non-peur. C'est pas facile. Ce 3e cadeau, il faut d'abord que celui qui vous donne, il a déjà atteint le sentiment de non-peur pour pouvoir vous dire la voie de pratique qui lui a permis de réussir ce sentiment. Donc, moi, je peux regarder ça comme quand mon neveu s'est échappé du Vietnam par les moyens de bateaux en bois, et puis il s'est ramassé sur une île en Indonésie. Donc, on l'a parrainé, on lui a offert de l'argent, on a loué un petit appartement pour lui, on lui donne de l'argent pour qu'il puisse continuer ses études, et on lui a dit d'apprendre un métier pour qu'il puisse voler de ses propres ailes. Mais on ne peut pas faire mieux parce qu'on ne sait pas comment lui dire pour atteindre le sentiment de non-peur. On voit par exemple des amis qui sont maganés dans la vie et qui arrivent au village des Érables dans les premiers moments ou les moments de balbutiement du village et avec la pratique de la pleine conscience. Quelques années plus tard, on retrouve nos amis maganés au départ et ils sont vraiment plus d'aplomb, plus sereins, plus stables. Et nous sommes tellement heureux. Et on voit que la pratique, c'est vraiment un joli cadeau. Donc, je vous laisse à réfléchir sur ces dons et on va passer au 2e moyen habile. Le 2e moyen habile d'aider quelqu'un est la pratique de la parole aimante. Ça, c'est pas facile. Il faut apprendre à pouvoir parler d'une façon aimable et utiliser des paroles justes et sincères et avec un ton de tendresse. C'est tout un art de communication, surtout quand vous voulez aider quelqu'un. Mais par contre,
si on suit les traces de la Bodhisattva, Monsieur le Méchant. On peut utiliser aussi des paroles justes avec un ton dur et parfois ou souvent on réussit aussi à secouer la personne et à l'aider. Je donne un exemple de mon travail avant que je prenne ma retraite. À chaque fois que je pense à la parole aimante, je pense à mon ancien patron. Il a le talent ou le pouvoir ou la facilité de parler très durement avec des critiques à chaque fois que moi ou mes collègues présentent quelque chose devant les collègues du laboratoire. Alors, au début, ça m'a créé un sentiment un peu d'irritation, j'étais un petit peu en colère, je voulais réagir, mais finalement, quand j'y pense à ces deux bodhisattvas à l'entrée des pagodes, je me suis dit, il faut que je le considère comme Monsieur le Méchant. Et je rentre à la maison, je repense à ces critiques et j'ai trouvé qu'il y a des bons points que je dois apprendre pour améliorer ma présentation et pour la prochaine fois. Et malgré le ton dur, mais il ne nous juge pas devant le monde. C'est surtout des critiques directes vers ce que nous présentons. Comme on dit en anglais, get to the point. Mais quand même, ça te blesse. On est un petit peu blessé parce que ce sont des opinions que nous émettons sur un point de vue scientifique, mais on a notre égocentrisme qui est attaché à ce que nous écrivons. Et quand on se sent que les critiques attaquent ces points de vue, on est comme si c'est nous qui étaient attaqués. Donc c'est assez incroyable. Alors, la parole aimante, j'apprends encore et j'essaie toujours de bien dire et de bien véhiculer ma pensée pour ne pas blesser les autres tout en les aidant. Alors, le troisième moyen habile, c'est toujours agir pour les bénéfices d'autrui. Des fois, des simples gestes de bienveillance font toute la différence. Ça, j'avoue que j'ai aussi une expérience avant de connaître Thaï. Parce que j'étais arrivé au Québec. Nous étions au début juste une vingtaine de Vietnamiens. Mais quelques années plus tard, nous étions, disons, plus qu'une centaine. Et souvent, parmi les centaines de Vietnamiens, il y en a peut-être un ou deux qui commettent des gaffes ou qui font une mauvaise chose envers quelqu'un ou envers quelque chose. Et tous les Vietnamiens du campus de l'Université Laval ont été jugés. Alors moi-même, c'est comme si j'apporte avec moi une mission. Je voulais montrer aux Québécois sur le campus que nous sommes très aimables et nous allons participer en pleine capacité dans les activités du campus. Nous nous mêlerons avec les Québécois et nous vous montrons notre culture, nous allons vous montrer que nous sommes reconnaissants de votre bonté et de ce que ce pays nous apporte. Alors à cette époque-là,
comme j'adore la musique, j'ai créé le premier groupe chantant des Vietnamiens à la ville de Québec. Et ma petite bande, nous étions 4 personnes et nous nous appelons les Zoukas. Les Zoukas, ce sont des chanteurs bohémiens, la traduction. Et on commence à aller un peu partout, au Patro Rock Camadou, à Limoilou. On est allé dans des boîtes à chansons au Québec. À cette époque-là, c'était très populaire. Il y a une boîte que je me rappelle bien qui s'appelle la boîte L'Esquisse. Et on nous a admis pour présenter 20 minutes des chants vietnamiens avant que Gilles Vigneault arrive. Donc, voyez-vous, nous avons fait le prélude pour Gilles Vigneault. Et c'était la première fois que nous avons eu accès à la soirée entière en écoutant M. Gilles Vigneault, qui m'a beaucoup ébranlé et ému. Alors, nous essayons d'être participants un peu partout dans les activités du campus. Et même une fois, on a été invité à la télévision québécoise, le canal 4 sur le campus, sur la rue Miran. Le canal 4, à cette époque-là, c'était des visionnements noirs et blancs. On n'avait pas de télévision couleur comme aujourd'hui. Et il y avait un monsieur qui nous invite à chanter dans son programme qui s'appelle les 1001 chansons. Et puis, on a été invités pour 7 minutes. On a présenté une chanson vietnamienne avec la guitare, la flûte. Et c'était écouté à travers le Canada, imaginez-vous. Oh, c'était bonheur total pour moi. Et voilà, c'était des souvenirs. Et comme on était connus, en 1967, l'Expo internationale à Montréal, l'Expo 67, comme le Vietnam n'y était pas et n'a pas envoyé aucune délégation du Vietnam, un jour, j'ai reçu un appel. On était invités à chanter à l'Expo 67. Alors, devant 800 personnes au pavillon chrétien, on a présenté une chanson vietnamienne. Et mon Dieu, c'était vraiment un souvenir incroyable. On était vraiment acceptés et pour moi-même, c'était un signe d'intégration qui m'a beaucoup aidé de mieux comprendre la culture du Québec, d'apprendre comment dit-on, les slangs, les expressions québécoises et aussi en même temps apprendre des gros mots. Je me trouve souvent aussi avec les amis de classe et puis j'ai commencé à fréquenter les tavernes du Québec. Oh my God, des fois je rentrais le soir, j'étais complètement saoul. C'était pas très bien de mon côté d'être aussi intégrant. Il faut faire attention quand on s'intègre, il ne faut pas apprendre ou imiter des mauvaises habitudes que je vais dire ici dans mon 4e moyen habile. Alors, c'est la pratique de faire la même chose que ceux et celles qui ont besoin d'aide, se mêler à eux, s'adapter à eux. Ici, s'adapter, ça veut dire aussi se fondre, oublier en partie son conditionnement naturel et s'ouvrir à d'autres choses. Alors, on a le fameux proverbe, je pense que c'était dit par, ce n'est pas Saint Augustin, mais c'est plutôt Saint Ambroise. Saint Ambroise a donné ce conseil à Saint Augustin avant qu'il parte à Rome. Alors, Saint Ambroise a dit, à Rome, tu dois vivre comme les Romains. Donc, il faut que tu t'intègres. Il faut que
que tu te conformes aux pratiques en vigueur dans l'endroit où l'on est, que tu t'adaptes aux coutumes locales et ne pas imposer les siennes. Alors on peut voir que c'est vraiment important. Mais comme je disais tout à l'heure, soyez prudents, ne vous laissez pas emporter par les mauvaises influences et habitudes de ceux que vous côtoyez. Comme quand j'ai eu une bourse pour étudier 1 an en France. Et puis à cette époque-là, pour me faire des amis autour de moi, alors de ma génération, souvent j'adhère à ces groupes-là qui m'acceptent bien et j'ai dû imiter ce qu'ils font. C'était la première fois que j'ai fumé du pot. J'ai pris quelques bouffées de marijuana avec mes amis à Poitiers avant d'aller écouter le groupe Pink Floyd. Voyez-vous, je ne savais pas comment prendre soin de moi, comment être maître de moi-même tout en m'intégrant. Ça, c'est très important. Il ne faut pas qu'on se perde. Quand on s'intègre, quand on suit les coutumes locales où nous vivons. Voilà, je termine ici en vous remerciant au fond de moi de votre écoute bienveillante. Alors, je vais arrêter maintenant le contrôle de record.